La rivière scintillait sous la lumière du matin. La brume montante s'enroulait au-dessous de la surface de l'eau. Un peu plus en amont, des barges allemands chargés de ravitaillement nourriture, munitions, carburant commençaient leur traversée. Elles avançaient avec confiance. Leurs défenses semblaient solides. Leurs ingénieurs croyaient le lit de la rivière sûr. Et leurs commandants pensaient qu'aucun obstacle ne pouvait menacer cette ligne d'approvisionnement vital. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Mais sous la surface, une menace silencieuse les attendait. Nous sommes en décembre 1944. Les Alliés avaient déjà percé les lignes dans les Ardennes, les forces allemandes étaient étirées à l'extrême. Chaque voie de ravitaillement, chaque tonne de matériel pouvait faire pencher la balance. Dans ces secteurs disputés, un petit barrage en amont jadis jugé insignifiant allait devenir le pivot d'une opération de sabotage audacieuse. Lorsque le barrage céda, la vague libérée balaya les barges, arracha les amarres et transforma la rivière en piège mortel. La question que cette histoire va explorer est la suivante. Comment une structure construite pour la paix peut-elle devenir une arme de guerre? Et comment des ingénieurs sûrs de verront leurs certitudes anéanties par l'eau elle-même? Les semaines précédentes ces matins-là furent tendues. L'offensive des Ardennes, appelée aussi la bataille des Ardennes, était le dernier pari de Hitler. Séparer les armées alliées, atteindre la Meuse et forcer une paix négociée. Les Allemands y jettèrent leurs dernières réserves. Divisions SS, Chars, Panzer, Volksgrenadiers de la dernière heure. Précaires, sur des routes enneigées et à travers des rivières gonflées par les pluies de hiver. Dans leurs plans, les ingénieurs allemands pensaient que leurs unités du génie pourraient maîtriser ces traversées. Ils s'y étaient exercés, ponts de bateaux, ferries de fortune, structures de bois sous le feu ennemi. Ces pionniers du fleuve avaient des années d'expérience, de l'Est à la France. Ils croyaient qu'avec les deux rives sous contrôle et des tirs d'artillerie bien placés, toute traversée pouvait être calculée. Mais ce qu'ils avaient sous-estimé, c'était la géographie et l'ingéniosité humaine alliée à la nature. Le barrage en amont, construit à l'origine pour la régulation hydraulique et la production d'électricité, n'avait jamais été conçu comme une arme. Pourtant, dans cette guerre, chaque structure pouvait devenir une champ de bataille, et cette fois, les Alliés y vivirent une occasion unique. Le plan initial vint de la résistance locale. Depuis des semaines, des cellules de résistance observaient le trafic de barges allemands sur la rivière. Ils avaient relevé les courants, dessiné la carte des vannes du barrage et noté les horaires d'entretien. Ces informations furent transmises clandestinement aux planificateurs alliés du sabotage. Les données indiquaient qu'en déclenchant l'ouverture du barrage au moment précis où les barges seraient au milieu du fleuve, le flot libéré suffirait à rompre les amarres et à balayer le convoi. Pour les ingénieurs allemands, l'idée semblait absurde. Un barrage était une structure fixe, prévisible. Ils n'imaginaient pas qu'il puisse devenir un instrument d'attaque. Leur doctrine manquait d'imagination. Ainsi, l'opération fut décidée. Une petite équipe et 2 experts en démolition, un guide local et un opérateur radio traversa les lignes allemandes dans la nuit glaciale. Du barrage, les mécanismes des vents et les piliers de soutènement. Dans la nuit du 10 décembre, ils pénétrèrent dans le complexe. Des informateurs locaux leur avaient fourni des clefs, les horaires de garde et le plan du site. Les charges furent placés sur les engrenages des vannes et les câbles de commande. Puis ils se replièrent avant l'aube, après avoir égouttluqué les minuteries. Tout dépendait du timing. Le barrage devait tenir tant que le débit restait bas, puis céder au moment où les barges s'engageraient dans le courant principal. À l'aube du 14 décembre, les ingénieurs allemands supervisant la traversée n'avaient aucune inquiétude. Les barges avançaient lentement, les équipages chantiers, tout semblait sous contrôle. L'eau paraissait calme, le débit régulier.
À 8h20 précises, les charges explosèrent. Les vannes s'ouvriront d'un coup, libérant des milliers de tonnes d'eau accumulées. Le flot rugissant dévale le lit de la rivière, frappant de plein fouet les bargees. Les câbles d'amarrage cédèrent sous la tension, les embarcations dérivèrent, se heurtant les unes aux autres, chavirant dans la tourmente. Le carburant s'enflamma, les caisses de munitions furent emportées, les cris se perdirent dans le vacarme de l'eau et du métal. En quelques minutes, le convoi entier fut détruit. Les ingénieurs allemands, stupéfaits, tentèrent de fermer des vannes secondaires, mais il était trop tard. La vague avait tout balayé. Le commandement, abasourdi, comprit que la ligne de ravitaillement venait d'être rompue non par le feu, mais par l'eau. Les conséquences furent immédiates. Les divisions allemandes privées de carburant et de munitions durant interrompre leur avance. Leur poussée vers la Meuse s'essouffla. Les Alliés en profiteront pour reprendre l'initiative. Le sabotage du barrage n'avait pas gagné la bataille, mais il avait créé un goulet. D'étranglement fatal, les ingénieurs allemands ouvriront une enquête. Leur rapport, retrouvé après la guerre, concluait: nous pensions le barrage inoffensif, immobile et prévisible. Nous avions tort. Dès lors, les Allemands renforcèrent la surveillance de tous les barrages et redessinèrent leur itinéraire de ravitaillement. Mais la leçon demeura. Place rien dans cette guerre ne pouvait être considéré comme neutre. Du côté allié, la mission fut célébrée en secret comme une réussite exemplaire, la preuve qu'un simple détournement de la nature pouvait briser une machine de guerre. Dans le grand tumulte de la guerre, ce sabotage fut pu être un simple épisode, mais il montre une vérité durable. Dans le conflit, le terrain n'est jamais passif. Chaque pente, chaque colline, chaque barrage peut devenir une armée entre des mains assez audacieuses pour l'utiliser. Les jours qui suivirent le sabotage furent marqués par une étrange silence. Là où s'élevaient jadis les cris des ouvriers et le grondement des moteurs, il ne restait plus que le murmure de l'eau. La rivière, redevenue calmée, charriait encore des débris planchers, caisses, morceaux de métal, traces muettes du désastre. Les survivants allemands, transis de froid, furent récupérés en aval. Certains racontèrent, plus tard, avoir vu le meurtre fondre sur eux, comme une bête vivante, sans qu'ils puissent comprendre ce qui s'est passé. Un ingénieur du génie, rescapé de justesse, écrivit dans son rapport: préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Nous avions tout calculé: la vitesse du courant, la charge des barges, les poids du matériel, mais pas la volonté de l'ennemi de se servir de la rivière elle-même. Du côté allié, la nouvelle du succès mythe. Plusieurs jours à remonter jusqu'aux états-majors. Les résistants locaux, cachés dans les bois, avaient vu le flot emporter les barges et savaient que l'opération avait réussi. Mais pour eux, ce n'était pas un triomphe, c'était un choc. L'un d'eux, un ancien ouvrier du barrage, confia plus tard: j'avais construit ces murs pour retenir l'eau, pas pour tuer des hommes. Mais la guerre ne nous laissait pas le choix de ce que deviennent nos œuvres. Le sabotage fut intégré dans les rapports alliés sous le nom de Opération Floodgate, un dossier discret, classé secret pendant des années. Officiellement, il s'agissait de d'une interruption temporaire de la logistique ennemie par défaillance hydraulique. Mais ceux qui y avaient participé savaient la vérité, rien n'avait été temporaire. Le barrage, gravement endommagé, ne fut jamais totalement réparé avant la fin de la guerre. Sur le front, les effets furent tangibles. Privés de carburant, plusieurs divisions allemandes durent abandonner leurs véhicules et poursuivre à pied. Des chars furent laissés dans la neige, des canons démontés faute de munitions. Le ravitaillement par voie terrestre mit des semaines à se rétablir. Pendant ces temps, les Alliés renforcèrent leur contre-offensive, exploitant la désorganisation de l'ennemi. Les généraux alliés étudièrent l'opération comme un cas d'école.
Comment un simple changement du milieu naturel pouvait provoquer un effondrement logistique disproportionné. Les ingénieurs britanniques et américains en tirèrent une conclusion capitale. Dans la guerre moderne, la géographie peut être modifiée plus rapidement que la tactique. Mais l'histoire du barrage n'est pas seulement celle d'une opération réussie. C'est aussi celle des hommes et de leurs doutes. Parmi les saboteurs, un des démolisseurs fut retrouvé plusieurs jours plus tard, blessé, caché, dans une grange. Il avait regardé la vague déferler et malgré le succès, il resta hanté par ce qu'il avait vu. Dans une lettre jamais envoyée, retrouvée après la guerre, il écrivit « Nous avons gagné quelques jours, puis être quelques kilomètres. Mais à quel prix? L'eau qui aimait entendre couler quand j'étais enfant s'est transformée en arme. Les décennies passeront. » Le barrage fut reconstruit, son histoire oubliée par beaucoup. Mais chaque printemps, quand la neige fondait dans les montagnes, les habitants du village en amont racontaient encore l'histoire du jour où la rivière se vengeait. Certains pensaient que c'était une légende. Pourtant, dans les archives alliées, le rapport Floodgate, divided by 44 demeure. Il décrit minutieusement comment une poignée d'hommes et quelques kilos d'explosifs modifièrent le cours d'une bataille et peut être celui de la guerre. Aujourd'hui, les historiens considèrent cette opération comme l'un des exemples les plus marquants de guerre hydraulique non planifiée de la Seconde Guerre mondiale, où l'ingéniosité humaine et la force de la nature s'uniront pour défier la logique militaire. Et si cette histoire nous apprend quelque chose, c'est que les plus grandes victoires ne naissent pas toujours du feu ou du métal, mais parfois, simplement, du courage de libérer une rivière au bon moment. Au fil du temps, l'histoire du barrage saboteur s'effaça presque entièrement des manuels d'histoire. Les grandes batailles, les chars, les généraux priront toute la place, mais est dans les archives militaires, dans ces pays journées que peu consultantes, un détail persiste. Un simple ouvrage hydraulique avait changé le rythme d'une armée entière. Les historiens modernes, en revisitant les documents, virent dans cet épisode bien plus qu'un acte de sabotage. Ils y virent une métaphore, car ce n'était pas seulement le qui avait brisé les barges allemandes, c'était la certitude d'un empire persuadé de tout contrôle, même la nature. Au lendemain de la guerre, les ingénieurs qui avaient survécu reprirent des carrières civiles. Certains reconstruisirent des ponts, d'autres des barrages, d'autres encore resteront hantés par ce qu'ils avaient appris. Un d'entre eux, dans un témoignage de 1952, déclara « J'ai compris ce jour-là qu'une rivière n'est jamais un obstacle ni un allié. C'est une force qu'il faut respecter, car elle n'appartient à personne. » Cette phrase résonna longtemps dans les cercles d'ingénieurs militaires. L'idée qu'un simple élément naturel puisse inverser le cours d'une offensive rappelait à tous la fragilité de la technologie face aux éléments. Dans les années 1970, un historien britannique retrouva par hasard un morceau du mécanisme du barrage d'origine, rouillé dans une réserve de musée. Sur la plaque, une inscription à moitié effacée du site, construite pour nourrir, utilisée pour détruire. Cette relique devint le symbole d'une époque où même les outils du progrès pouvaient devenir des armes. Aujourd'hui, le site du barrage reconstruit est paisible. Les touristes viennent y pêcher, les enfants jouent sur les berges, ignorant qu'à cet endroit, un jour de hiver, la guerre et la nature s'étaient unies. Un simple vent avait transformé le destin de centaines d'hommes et rappelé au monde que, parfois, les plus grandes victoires ne se gagnent pas par la force, mais par la ruse et le timing. La guerre s'achève toujours par des bilans, des cartes, des chiffres, des noms gravés sur la pierre. Mais derrière ces bilans se cachent des histoires comme celle-ci, des histoires de courage discret, d'ingéniosité, de décisions prises dans l'ombre. Des histoires qui montrent que la victoire n'est pas toujours le fruit d'une armée, mais parfois celui d'un petit groupe d'hommes qui ont su écouter le murmure d'une rivière.
Et si l'on tend bien l'oreille, là où le barrage cédait, on entend encore le grondement lointain de cette eau libérée. Un rappel éternel que même dans la guerre la plus mécanique, c'est souvent la nature indomptable, imprévisible, qui détient le dernier mot. La guerre avait cessé depuis longtemps lorsque les eaux du barrage furent enfin calmées. Dans la vallée, la rivière avait retrouvé son cours, indifférente à la mémoire des hommes. Mais pour ceux qui avaient vécu cet épisode, pour les rares survivants des deux camps, l'histoire ne s'était jamais vraiment refermée. Au lendemain de la capitulation allemande, les ingénieurs alliés furent envoyés dans toute l'Europe pour inspecter les infrastructures. Leur mission, évaluer ce qui pouvait être reconstruit, ce qui devait être abandonné, et ce qui pouvait servir à comprendre la guerre moderne. Parmi eux, un jeune capitaine britannique, nommé Harold Tennant, tomba sur les ruines du barrage saboté. Son rapport, conservé dans les archives du Corps of Royal Engineers, commence par une phrase simple. C'est pas un champ de bataille, c'est une leçon de humilité. Tennant décrivit les éclats de béton arrachés, les barges renversées et les tracés de câblés explosifs rouillés. Mais ce qui le frappa le plus, ce furent les carcasses de péniches allemandes, figées dans la bouée comme des fossiles. Les plaques d'immatriculation portaient encore la marque de la Kriegsmarine. Certaines étaient couchées de côté, d'autres percées de trous de boue, d'autres encore plantées dans les roseaux, témoignages muets d'un désastre logistique brutal. Pendant des mois, les villages alentours vécurent dans un silence étrange. Les habitants avaient survécu à la guerre, mais ils portaient désormais un secret. Ils savaient ce que la rivière avait fait. Des rumeurs circulaient que le barrage avait été saboté par la résistance locale, puis être avec l'aide d'agents britanniques du SOE. D'autres disaient qu'il s'agissait d'un accident, d'un mécanisme mal entretenu. Mais ceux qui y avaient vu, ceux qui avaient entendu l'explosion, savaient. Ils avaient vu les flottes déferler dans la nuit, important non seulement les barges allemandes, mais aussi les illusions d'invincibilité du Reich. 20 ans plus tard, dans les années 60, un documentaire allemand tenta de retracer l'épisode. Les producteurs invitèrent d'anciens soldats de la Wehrmacht à témoigner. L'un d'eux, un sergent nommé Karl Wimmer, raconte devant la caméra. Nous étions convaincus que rien ne pouvait nous arrêter. Nos ingénieurs avaient calculé le niveau de l'eau, la vitesse du courant, tout, mais ils n'avaient pas prévu la colère de la rivière. Ces mots furent repris par plusieurs journaux d'époque qui virent dans cette phrase la reconnaissance tardive d'une vérité plus profonde. Le Troisième Reich n'avait pas seulement perdu face à des armées supérieures, il avait perdu face à une réalité qu'il refusait d'admettre, celle des limites humaines. Dans les universités d'ingénierie, l'incident du barrage fut longtemps étudié comme un cas d'école. Non pas pour sa destruction, mais pour sa conception. Les rapports techniques démontraient que, malgré sa robustesse, le barrage avait été vulnérable à un point précis, la jonction entre la vanne principale et le tunnel de dérivation. C'est là, selon les experts, que les résistants avaient placé les charges. Pas besoin de tonnes d'explosifs, quelques kilogrammes bien positionnés suffiront à provoquer un effondrement en chaîne. Cette précision fascina les ingénieurs modernes. Elle montrait que la guerre n'était plus une affaire de force brute, mais de compréhension, du système, des calculs, des sciences appliquées à la stratégie. Un simple acte de sabotage avait démontré ce que des milliers de tonnes de bombes n'avaient pas réussi à accomplir. Désorganiser une armée entière en s'attaquant à la logistique, à la source même de son mouvement. Mais l'histoire prit une dimension humaine lorsqu'un ancien membre de la résistance, un vieil homme nommé Étienne Moreau, fut retrouvé dans les années 90 par un journaliste français. Il vivait dans une petite ferme à quelques kilomètres du barrage reconstruit. Interrogé sur l'opération, il répondit calmement « Nous ne voulions pas tuer, nous voulions ralentir. Si nous faisions sauter le barrage, c'était pour que les Allemands comprennent que la nature n'est pas un outil de guerre. C'était notre manière de leur. Vous avez oublié que tout ce que vous utilisez peut se retourner contre vous. »
Ce témoignage fait le tour de la presse régionale. Il inspira même un petit film diffusé sur la télévision publique, où Étienne apparaissait brièvement, le visage ridé, les yeux humides. À la fin de l'interview, il dit « Que jour-là, la rivière a choisi son camp. » Une phrase simple, presque poétique, qui résonna bien au-delà des cercles d'historiens. Militairement, l'impact de l'opération fut mesuré avec précision après la guerre. Les documents saisis par les Alliés indiquaient que la perte des barges avait retardé de plus de 10 jours une offensive logistique allemande vers la frontière occidentale. Ce retard apparemment minimé avait suffi à permettre aux troupes américaines et britanniques de consolider leurs positions au sud. Le sabotage du barrage fut donc indirectement lié à la stabilisation du front pendant l'hiver avant la contre-attaque des Ardennes. En d'autres termes, une opération menée par quelque résistance, avec un minimum de moyens, avait modifié le rythme d'une guerre mondiale, une leçon d'économie de moyens, d'intelligence et de précision. Au fil des décennies, la vallée retrouva son calme. Les traces de la guerre disparurent sous la végétation, les cratères furent comblés, les ruines englouties par le temps. Mais certains habitants continuaient de déposer, chaque année, une gerbe de fleurs au pied du nouveau barrage. Aucune plaque ne mentionnait l'incident. Rien n'indiquait que ce lieu fût une chambre de bataille hydraulique. Et pourtant, pour ceux qui savaient, le courant qui passait sous les turbines portait encore un murmure ancien. Les enfants du village racontant parfois une légende, que certaines nuits de tempête, on put entendre des voix venues du passé désordre crier en allemand, des explosions lointaines, puis un silence, suivi du fracas d'une vague invisible. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la mémoire. Une mémoire qui coulait, discrète, entre les pierres et le temps. Au-delà de la vallée, l'histoire du barrage eut un autre effet. Elle changea la manière dont les armées pensaient la guerre de l'eau. Les ingénieurs militaires alliés, conscients de la vulnérabilité des infrastructures hydrauliques, commenceront à concevoir des systèmes de déviation, des barrages à segments indépendants, des conduites redondantes. Chaque barrage construit après la guerre, en Europe comme en Amérique, portait indirectement l'empreinte de cette leçon. Même les programmes civils irrigation, énergie, prévention des inondations furent influencés par que les stratèges appelaient désormais la logique du courant. Car si un barrage pouvait briser une armée, alors il pouvait aussi sauver des vies. Tout dépendait de l'intention humaine. Dans les années 2000, des chercheurs redécouvriront les rapports d'époque et publieront un livre intitulé Les barrages du Reich, hydraulique et guerre totale. Leur thèse était claire. La Seconde Guerre mondiale ne s'était pas seulement jouée dans les airs ou sur terre, mais aussi dans les infrastructures invisibles, les barrages, les pipelines, les voies d'eau, les systèmes d'approvisionnement. La guerre moderne, expliquaient-ils, est toujours une guerre du flux. Et là où le flux interrompt, c'est tout un empire qui s'arrête. L'histoire du barrage saboté devint alors un exemple enseigné dans plusieurs écoles militaires. Pas pour glorifier le sabotage, mais pour rappeler que la puissance technique ne vaut rien sans compréhension du terrain, du climat et de la nature elle-même. Plus récemment encore, un projet de mémoire fut lancé, un petit musée local dédié à l'eau et la guerre. Dans une salle sombre, on y exposait une maquette du barrage, des photos d'époque et une projection en noir et blanc montrant les barges allemands renversés par le courant. Sur un mur, on put lire une phrase gravée dans le métal. Ici, la nature fit ce que les hommes n'osaient en plus faire. Le musée n'attirait pas les foules, mais ceux qui le visitaient en ressortant pensifs. Car au fond, cette histoire ne parle pas seulement d'un épisode de guerre, elle parle de nous. De notre illusion de contrôle, de notre capacité à transformer chaque invention en armée et de cette frontière flouée entre progrès et destruction. Aujourd'hui encore, lorsque l'on observe les conflits modernes, la leçon du barrage réapparaît sous d'autres formes. Les infrastructures hydrauliques,
demeurant des ciblés stratégiques, mais aussi des symboles, et les rappelant que la domination technique ne garantit jamais la victoire morale. Chaque digue, chaque vanne, chaque canal témoignant du même paradoxe, l'homme bâtit pour maîtriser la nature, mais c'est souvent la nature qui lui rappelle ses limites. Et dans cette vallée oubliée de l'Europe, où l'eau coulait paisiblement, le souvenir d'un soir de sabotage continue d'exister invisible, silencieux, mais vivant. Une histoire où la guerre s'est heurtée à la sagesse d'un fleuve, où la nature a répondu à sa manière à la folie des hommes. La guerre avait voulu tout dominer, le ciel, la terre, la mer. Mais elle avait oublié le quatrième élément, celui qu'on ne peut ni conquérir ni soumettre, le temps. Car le temps, comme l'eau, finit toujours par reprendre son cours. Et dans ces cours, il importe les certitudes, les empires, les idéologies. Il ne laisse que la mémoire, une mémoire fluide. Une mémoire qui coule, patiente, dans le lit des rivières de l'histoire. Le vent soufflait doucement sur la vallée. Les arbres ont grandi autour du nouveau barrage. Leurs racines plongeantes dans une terre qui, jadis, avait tremblé sous les explosions. À la surface de l'eau, tout semble paisible. Mais sous cette tranquillité, la mémoire persiste. Chaque pierre, chaque fragment de béton, chaque éclarouillé au fond du lit de la rivière racontait encore une histoire, celle d'une guerre où la nature fut témoin, juge et parfois actrice. Des décennies ont passé, et pourtant les chercheurs, les historiens et les passionnés continuent de revenir ici, dans cette vallée sans nom, pour comprendre ce qui s'est réellement joué. Non pas seulement un sabotage, ni même une victoire tactique, mais quelque chose de plus subtil, de plus profond. La confrontation entre l'ingéniosité humaine et la fragilité du monde qu'elle transforme. L'un d'eux, un historien français nommé Lucien Bérard, a consacré plus de 20 ans de sa vie à reconstituer l'opération. Son livre, Le courant de la résistance, est devenu une référence. Dans son introduction, il écrit « Le barrage n'était pas qu'une cible, c'était un miroir. Dans son eau se reflétaient la foi, la peur, l'orgueil et le courage des hommes. » Bérard racontait comment, à la fin des années 1990, il rencontra les descendants d'un ingénieur allemand qui avait participé à la construction du barrage avant la guerre. Son nom, Friedrich Rothmann, c'était un homme de science, passionné de hydraulique, qui croyait profondément que la technologie pouvait unir les peuples. Mais lorsque le conflit éclata, son savoir fut réquisitionné, et il dut travailler sous les ordres du régime nazi. Rothmann fut envoyé dans cette vallée en 1941. Il supervisa les réparations du barrage après une première crue. Dans les carnets, retrouvés des décennies plus tard, on peut lire ces mots. J'ai bâti un mur pour contenir la rivière, mais je sens que je construis aussi une prison pour moi-même. Ces notes bouleversèrent Bérard. Elles révélaient un paradoxe tragique, celui d'un ingénieur pris entre sa vocation de bâtisseur et la machine de guerre qu'il servait malgré lui. Elles montraient aussi comment la science, privée de conscience, devient un instrument aveuglé. Lorsqu'on lutte ses lignées dans les archives, beaucoup furent frappés par leur modernité. Car, à bien y regarder, la question posée par Rothmann dépasse la Seconde Guerre mondiale. Elle touchait à notre époque. Jusqu'où l'homme peut-il aller dans sa matrice du monde avant que le monde ne se retourne contre lui? Au début des années 2000, une expédition archéologique subaquatique fut menée dans la retenue du barrage reconstruite. Sous plusieurs mètres d'eau, les plongeurs découvriront les restes de 2 barges allemandes. Leur structure était étonnamment bien conservée, figée dans la vase froide. Sur l'une d'elles, on retrouva une plaque métallique portant le symbole de l'aigle impérial corrodé, déformé, mais encore lisible. Les médias s'emparèrent de la découverte. Les journaux titrèrent « Le fantôme du Reich remonté à la surface ». Mais pour les historiens, cette trouvaille avait une autre valeur. Elle rappelait que, sous la surface, l'histoire d'autres remonte. Elle attend, silencieuse,
qu'on la réveille avec respect. Un documentaire fut alors produit, coproduction franco-allemande intitulé Le barrage et la nuit. Le film alternait entre images d'archives, témoignages et reconstitutions. On voyait la rivière et devenir un champ de bataille symbolique le lieu d'un affrontement non pas entre nations, mais entre deux visions du monde. Celle qui croit tout maîtriser, et celle qui sait qu'il faut parfois laisser couler. Le narrateur, dans une voix grave et posée, disait « L'eau ne choisit pas son camp, mais parfois, elle choisit son moment. » Le documentaire connut un succès inattendu. Des millions de spectateurs furent bouleversés par cette histoire oubliée. Dans les forums, dans les écoles, dans les débats publics, on redécouvra soudain que la guerre pouvait aussi se lire à travers les éléments. Mais au-delà du souvenir, un autre combat commençait, celui de la transmission, car la génération des témoins directs disparaissait peu à peu. Et avec elle, risquait de s'effacer la nuance, cette ligne fragile entre la mémoire vécue et la mémoire racontée. Dans une école de la région, un professeur d'histoire, Claire Delaunay, décida de faire revivre l'épisode avec ses élèves. Elle leur fit reconstituer, à petite échelle, un modèle du barrage et leur demanda d'imaginer le dilemme des résistances. Devait-on risquer des vies pour sauver des vies? Était-il juste de détruire un ouvrage civil, même au nom de la liberté? Les discussions furent intenses. Les adolescentes, nées 60 ans après les faits, comprirent soudain que la guerre n'était pas une série d'événements figés, mais une succession de choix humains lourds, ambigus, nécessaires parfois. Cette initiative locale inspira un projet européen, la création d'un parcours de mémoire hydraulique, Reliant. Plusieurs barrages d'époque ayant joué un rôle stratégique pendant la Seconde Guerre mondiale. Des panneaux racontaient l'histoire de chaque site, les choix des ingénieurs, les sabotages, les reconstructions. Mais au-delà de la technique, c'était la dimension humaine qu'on voulait rappeler. La guerre de l'eau comme guerre de la conscience. Parmi les invités se trouvait un homme âgé, au regard clair Thomas Rothman, le petit-fils de Friedrich. Il déclara, ému, « Mon grand-père croyait bâtir pour la vie. D'autres ont utilisé son œuvre pour la guerre. Aujourd'hui, nous bâtissons pour la mémoire. Dans les années suivantes, la vallée devint un lieu de visite discrètement régulier. Des historiens, des étudiants, des touristes venant écouter les guides, racontent les barrages qui changent le cours d'une armée. Certains laissaient des fleurs, d'autres des lettres. Une femme âgée, descendante d'une résistante, écrivit un jour dans le livre d'or du musée. « Nous avons tout fait pour que l'eau reprenne sa liberté. Elle finit par nous rendre la nôtre. » Mais la guerre, même après tant d'années, avait laissé des cicatrices invisibles. Sous le barrage actuel, les ingénieurs ont constaté une fragilité structurelle non pas à cause de la construction moderne, mais des fondations anciennes, celles de 1941. Les traces du sabotage, enfouies et réparées à la hâte après la guerre, continuent d'influencer le sol. Un symbole est fort, même effacé, une fracture laisse toujours une empreinte. Constat inspira de nouvelles réflexions. Des architectes et urbanistes commencèrent à s'intéresser à la mémoire des matériaux, la manière dont le béton, le métal, la pierre, gardant en eux les marqués des événements. Chaque fiche, chaque variation de densité, chaque tache de humidité racontait une histoire. Et, d'une certaine manière, la vallée tout entière est devenue une archive vivante. Pendant ce temps, la recherche historique continue d'évoluer. Les technologies modernes drones, modélisations 3D, analyses géophysiques, permettent de recréer virtuellement la vallée telle qu'elle était en 1944. Grâce à ces outils, les historiens pourront visualiser l'explosion, la vague,
le mouvement des barges, seconde par seconde, qu'ils découvrirent en fut saisissant. Les sabotages calculés pour endommager partiellement la structure avaient produit un effet bien plus vaste que prévu. La topographie du terrain, les pluies de la veille et la température de l'eau avaient amplifié la déferlante. Autrement dit, la nature avait coopéré. Cette révélation relança le débat. Était-ce un simple hasard? Ou bien une métaphore celle d'un monde qui refuse d'être instrumentalisé trop longtemps? Au XXI siècle, le barrage devint aussi un symbole écologique. Les militants pour la préservation des rivières s'en emparèrent comme d'un exemple. Ils rappelaient que les infrastructures humaines, aussi solides soient-elles, ne peuvent survivre sans équilibre avec le vivant. Des conférences furent organisées, des expositions itinérantes montrant le lien entre l'histoire du barrage et les défis climatiques modernes. Lors d'un de ces colloques, un chercheur prononça une phrase restée célèbre. Le barrage saboté pendant la guerre a libéré plus que de l'eau. Il a libéré une idée, celle que la nature ne se soumet pas, elle négocie. Cette idée devint le cœur du récit contemporain. Le barrage, autrefois symbole de domination, devint symbole de dialogue. Et ce renversement de sens est, en soi, une victoire humaine, mais l'histoire n'est jamais close. En 2023, une sécheresse exceptionnelle toucha la région. Le niveau du réservoir baissa de manière spectaculaire, révélant à nouveau les vestiges du vieux barrage, enfoui depuis des décennies. Des habitants virent réapparaître les murs éclatés de la structure d'origine, comme si le passé revenait frappeur à la surface. Les autorités décidèrent de sécuriser le site, mais les archéologues en profitèrent pour mener de nouvelles analyses. Ils mirent au jour un détail fascinant, une petite inscription gravée sur une pierre du vieux mur, à moitié effacée. Les lettres semblaient former un mot, espoir. Personne ne sut qui l'avait gravé. Était-ce un ouvrier du chantier, une résistante, une simple passante? Nul ne le saura jamais, mais cette découverte, minuscule, bouleversa ceux qui la virent. Dans le béton de la guerre, quelqu'un avait écrit un mot de paix. Aujourd'hui, le barrage fonctionne toujours. Il alimente en électricité des milliers de foyers. Les touristes passants sans toujours savoir ce que ce lieu représentait. Mais certains s'arrêtant, observant le courant, et sentant quelque chose d'indicible une gravité silencieuse. Car ici, le passé n'est pas mort. Il coulait lentement entre les pales de la turbine, entre les remous de l'eau claire. Le guide local, un vieil homme à la voix douce, conclut toujours ses visites de la même façon. Ce barrage a connu la guerre, la peur, la chute. Aujourd'hui, il connaît la lumière. C'est ça le vrai courant de l'histoire. Il avance toujours malgré tout. Et si l'on tend l'oreille, certains soirs d'automne, on peut encore entendre, au loin, le bruit du vent sur les pierres. Un écho peut être. Ou peut être la mémoire de ceux qui ont choisi, un jour, de rendre l'eau à la liberté, car dans cette vallée, la guerre a cessé depuis longtemps. Mais la leçon, elle, n'a jamais pris fin. Elle continue de traverser le temps, de couler sous nos pieds, de rappeler à chacun cette vérité simple. Aucune puissance, aucune armée, aucun empire ne peut tenir éternellement contre le courant du monde. Le soleil s'élève sur la vallée, dorant la surface tranquille du barrage. Les premières lueurs accrochant les reflets des collines et glissant lentement sur les flottes. À cette heure-là, tout semble figé, la nature, les pierres, le temps. Mais l'eau, elle, ne s'arrête jamais. Elle passe, indifférente et fidèle, comme une horloge que nul ne peut arrêter. Et c'est peut être là, dans ces mouvements constants, que réside la plus grande vérité de cette histoire. Car si le barrage a survécu, si la vallée a retrouvé sa paix, c'est parce que la vie, comme l'eau, s'est fraye un chemin à travers les blessures,
Un matin de septembre, un jeune chercheur, Adrien Marest, arrive sur les lieux. Il prépare une thèse sur la symbolique de l'eau dans les conflits modernes. Son sac à dos contient des carnets, un drone et un vieux livre emprunté à la bibliothèque militaire, Hydraulique et résistance en Europe occupée. En marchant le long du barrage, il s'arrête, lève les yeux vers l'ouvrage et murmure. Tant d'histoire dans une simple meure. Il sort alors un carnet et commence à noter. Chaque page mêle des faits, des observations et des réflexions presque philosophiques. Les guerres se terminent sur les champs de bataille, mais elles continuent dans les mémoires, dans les passages, dans les rivières. Ces jours-là, Adrien rencontre Thomas Rothman, le petit-fils de l'ingénieur allemand, venu entretenir la stèle commémorative. L'homme, désormais âgé, le salue avec bienveillance. Il s'assoit sur une banque de pierre, face à l'eau. Pendant un long moment, aucun mot ne traverse le silence. Puis Thomas dit, d'une voix lente, « Mon grand-père a voulu contenir la rivière, les résistants ont voulu la libérer. Moi, je crois qu'il avait tous les deux raisons et tout à la fois. » Adrien l'écoute, intrigué. Thomas poursuit, « La vérité, c'est qu'aucun homme ne maîtrise complètement ce qu'il crée, pas plus l'ingénieur que le soldat, pas plus le savant que le rêveur. Le barrage, la rivière, la guerre, tout cela n'était qu'un miroir de notre propre orgueil. Ces mots resteront gravés dans le carnet du chercheur, sous la mention. L'eau se souvient mieux que les hommes. Le soir, Adrien visite le petit musée local. Les lumières sont tamisées, la voix d'un narrateur résonne doucement à travers les haut-parleurs. On y entend des extraits de lettres, des témoignages, des sons d'eau et de métal. À la dernière salle, une projection montrait le barrage tel qu'il était en 1944, fissuré, déformé, puis submergé par le flotte. Sur l'écran, une citation apparaît. Il imagine la scène, la nuit, la détonation, la vague, les cris. Et puis le silence, ce silence lourd, qui ne s'efface jamais totalement. Quelques jours plus tard, il rédige la conclusion de sa thèse. Ces mots résument à eux seuls l'essence de tous ces récits. Le barrage fut un acte d'ingénierie, un lieu de guerre, puis un symbole de paix. Il représente l'évolution de l'humanité, capable de construire, de détruire et enfin de comprendre. Il y ajoute une réflexion finale. Chaque génération reconstruit le barrage à sa manière, non pas en béton, mais en mémoire. Pendant ces temps, dans la vallée, la vie continue. Les enfants vont à l'école en longeant la rivière. Les pêcheurs s'installent à l'aube. Les touristes prennent des photos sans savoir qu'ils se tiennent sur un sol chargé d'histoire. Mais certains habitants, les plus anciens, racontent encore aux jeunes le mythe du barrage pas comme un épisode de guerre, mais comme une parabole. Ils disent, il y a longtemps, l'eau cesse, révoltée contre la guerre, et depuis, elle coulait en paix. Les années passantes, le barrage vieillit, mais tient bon. Des fissures apparaissantes, réparées aussitôt. Les ingénieurs modernes veillent avec des capteurs, des drones, des radars. Et parfois, en examinant les plans, ils tombent sur des tracés de la structure d'origine. Des couches superposés de mémoire, de pierre et d'acier. L'un d'eux, en découvrant une ancienne inscription au ciment, un simple 1944, gravé à la main dit en souriant, même le béton a une mémoire. Et peut être elle raison, car l'histoire, comme les couches de ce barrage, s'empile, se renforce, se fragilise, puis se répare, rien n'est effacé, tout s'est transformé. Un demi-siècle après la guerre, les rivières de l'Europe ont changé de rôle. Elles ne sont plus des frontières ni des armes. Elles sont devenues des liens, des ponts entre les peuples. Et dans cette vallée, on a même organisé un jumelage symbolique avec une et autre région allemande,
elle aussi marquée par une histoire de barrage détruite. Lors de la cérémonie, une chorale d'enfants chanta un poème écrit, spécialement pour l'occasion. Nous venons de l'eau, nous revenons vers elle. Que les flottes effacent la peur, mais gardant la mémoire. Les voix s'élevèrent dans l'air frais du matin, et les anciens pleurèrent en silence. À présent, les chercheurs, les enseignants, les visiteurs, tous ceux qui passent par ici, savent que ce lieu est plus qu'un barrage. C'est un livre ouvert, une leçon d'équilibre. On doit apprendre que la force n'est rien sans compréhension, que la science n'est rien sans morale, et que la mémoire n'est rien sans transmission. C'est ce qu'avait compris Étienne Moreau, le résistant dont les mots avaient traversé le siècle. Avant sa mort, il avait écrit une lettre à ses petits-enfants. On l'a lu lors d'une commémoration. Et, depuis, elle, est gravée sur une plaque près du barrage. Nous n'avons pas détruit un mur, nous avons libéré un cours d'eau. Et dans ce courant, j'espère que coulera toujours la liberté. Aujourd'hui, les eaux de la vallée sont calmes, mais sous la surface, l'histoire continue de bouger, imperceptible. Chaque éboulement, chaque vague, chaque reflet semble murmurer les voix d'autrefois. C'est une musique que seuls ceux qui écoutent vraiment peuvent entendre. Certains disent que le barrage symbolise la réconciliation. D'autres y voient un avertissement, la preuve que tout empire finit par se heurter à quelque chose de plus grand que lui. Mais au fond, il représente plus être simplement la condition humaine fragile, orgueilleuse, créatrice et destructrice à la fois. Un soir d'automne, Adrien revient sur le site, plusieurs années après sa thèse. Le musée est fermé, le vent souffle. À l'intérieur, un peu d'eau de la rivière qu'il avait prélevée lors de ses recherches. Il la verse doucement dans le courant et murmure, à ceux qui ont su résister autrement. Le flot emporte l'eau, lointaine, mêlée aux pluies, aux rivières, aux mers. Ainsi s'achève son histoire. La caméra s'élève lentement au-dessus de la vallée. Le barrage apparaît minuscule dans le vaste paysage. Les montagnes au loin s'éteignent d'or. Et la voix du narrateur reprend une dernière fois. Les guerres passantes, les frontières s'effaçantes, mais l'eau demeure. Car ce n'est pas la force qui survit, c'est le mouvement, et dans ces mouvements, c'est cachée l'éternité tranquille des rivières. Le barrage tient toujours, mais l'histoire, elle, s'est fondue dans le courant. Ce qu'il reste aujourd'hui. Ce n'est pas la guerre, ni, même la victoire, c'est la trace d'hommes et de femmes qui ont voulu comprendre et non plus dominer. L'eau poursuit sa route, indifférente à nos frontières, important avec elle les rêves, les erreurs, les mémoires. Chaque goutte qui tombe sur la pierre raconte encore un fragment du passé, et pourtant, la vie continue, simple, obstinée, lumineuse. Un enfant lance un caillou dans le fleuve, les cercles s'élargissant, se perdant, puis disparaissant. Ainsi vont les siècles des ondes qui s'effacent, mais dont le mouvement demeure. Puis être est cela, la vraie leçon du barrage, que aucune muraille n'est éternelle, que même la force finit par céder devant la patience du temps. Et tandis que le soleil couchant embrase la vallée, une seule idée demeure, claire comme l'eau. Tant que la mémoire coule, l'histoire ne s'arrête jamais. À suivre, deux autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.